vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Dr Anthony Fardet, qui est chercheur en nutrition. C'est ça, en alimentation préventive et holistique. Je tiens beaucoup à ce mot-là. On en parlera peut-être tout à l'heure un peu plus. Mais je te propose effectivement de nous parler un petit peu de tes travaux, Ouais. de manière assez générale. Et puis on finira cette vidéo en présentant 3 règles d'or d'une alimentation saine pour être en pleine forme. Donc restez vraiment jusqu'au bout de cette vidéo. Donc Anthony, ça fait combien de temps que tu travailles dans le domaine de la nutrition ? Alors, en fait, j'ai d'abord une formation d'ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech où j'ai fait de la nutrition et de la science des aliments. Donc une double casquette intéressante qui va être un atout pour la suite parce que j'aurai la double casquette aliments et nutrition, c'est-à-dire effet de l'aliment dans l'organisme. Ensuite, j'ai fait une thèse en nutrition pour me spécialiser vraiment en nutrition humaine sur les aspects plus moléculaires, cellulaires, à l'université d'Aix-Marseille et à l'INRA de Nantes. Et j'ai été recruté comme chercheur en 2003, donc ça fait maintenant aujourd'hui à peu près 19 ans d'expérience de recherche en alimentation. Et donc je suis spécialisé en alimentation préventive et holistique. Préventif parce que moi ce qui m'intéresse c'est comment faire pour manger correctement afin de rester en bonne santé. Mais surtout de vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas, on vit de plus en plus longtemps. Mais de plus en plus longtemps mauvaise santé. C'est-à-dire que l'espérance de vie en bonne santé diminue tous les ans. Donc moi, je me souviens effectivement que lors d'une conférence où je t'ai rencontré, tu disais que les femmes vivaient en moyenne 64 ans en bonne santé. C'est ça. Pour une espérance de vie de 86 ans, je crois. À peu près, aujourd'hui. Oui. Et les hommes vivaient en moyenne en bonne santé 62 ans pour une espérance de vie de 79 ans. C'est ça. Donc on vit effectivement de moins en moins longtemps en bonne santé et c'est assez stressant parce qu'on a l'impression qu'on arrive en retraite et on tombe malade. C'est ça, c'est-à-dire que pour faire simple et mémoriser facilement, l'adulte français arrive jusqu'à la retraite en bonne santé et de la retraite à son décès est atteint d'une maladie chronique. Ce qu'on appelle une maladie chronique, c'est une maladie qui demande une prise en charge sur le long terme. Donc c'est une situation un peu dramatique parce que l'espérance de vie théorique augmente tous les ans. Même si ça commence maintenant à se réduire à cause justement des maladies chroniques qui augmentent les taux de décès. Mais l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas, c'est-à-dire qu'elle tend à diminuer. Et vivre 21 ans en moyenne pour une femme française en mauvaise santé, le coût humain et social et économique pour la société, pour la sécurité sociale est énorme. Et donc on sait qu'avec l'alimentation qui est le levier principal d'une bonne santé, il n'y a pas que ça, il y a aussi évidemment l'activité physique, mais l'alimentation est un levier formidable parce qu'on mange 3 fois par jour, devrait permettre de gagner plusieurs années de vie en bonne santé. On pense au moins 10 ans, c'est-à-dire que l'homme et la femme française, en ayant des choix alimentaires avisés, tout en se faisant plaisir, peut vivre jusqu'à 75 ans en bonne santé. C'est quand même formidable, il n'y aurait plus de trou de la sécurité sociale. Et puis le fait d'avoir des personnes âgées ou des seniors en bonne santé pour la société et sa vitalité, c'est des valeurs extraordinaires en fait. Bien sûr, je pense que tout le monde aspire à vivre longtemps, à profiter au mieux de sa retraite, mais bien sûr en bonne santé et pas passer 20 ans de sa vie à prendre des médicaments et puis à... Bah oui, mais le problème c'est que quand on arrive à un certain âge, c'est très difficile de changer ses habitudes alimentaires. Par exemple, j'ai rencontré lors d'un congrès à Montpellier un médecin diabétologue et je lui ai dit mais puisqu'on sait ce qu'il faut faire pour ne pas tomber diabétique ou même faire reculer le diabète quand on en a un, c'est-à-dire diminuer sa dose d'insuline, pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi les gens ne reviennent pas à une alimentation riche en produits végétaux peu transformés, qui on le sait est protecteur vis-à-vis du diabète? Il m'a dit, vous savez, c'est pas seulement une question de connaissance, c'est que les gens ont tellement de mal à changer leur habitude alimentaire qu'ils préfèrent continuer à mal manger et à prendre de l'insuline plutôt que de changer leurs habitudes. Alors moi c'est ce dont je me suis rendu compte dans le blog, effectivement j'apporte beaucoup d'informations aux gens qui me suivent, je leur dis voilà il faut bien manger, mais je me rends compte que les gens au final le savent qu'il faut bien manger. Mais ce qui est plus compliqué pour eux effectivement c'est de changer les habitudes, donc c'est pour ça qu'il faut je pense les inculquer dès le plus jeune âge, déjà sensibiliser nos enfants. Ouais. Donc ça je crois que toi tu interviens d'ailleurs auprès des écoles pour ça. Oui alors on y reviendra tout à l'heure. Je pense qu'il y a 2 choses. C'est d'abord que les gens ont effectivement des connaissances en alimentation, mais c'est une alimentation réductionniste qui est enseignée, donc j'y reviendrai. C'est très important parce que c'est vraiment la cause de tout. C'est-à-dire qu'on est dans une culture de ce que les anglo-saxons appellent le nutritionnisme ou le réductionnisme nutritionnel, où l'aliment n'est qu'une somme de calories ou de nutriments. Et ça fait beaucoup de dégâts, et c'est cette cause principale qui est responsable de la situation actuelle. Et donc je pense qu'il faut enseigner dès le plus jeune âge l'alimentation, dès l'âge de 3 ans, puisqu'on mange 3 fois par jour et que nos actes alimentaires impactent
notre santé, notre espérance de vie en bonne santé, le bien-être des animaux et l'environnement. Et ce que je souhaite qu'on enseigne au plus jeune âge, c'est pas seulement la nutrition selon une approche réductionniste, c'est-à-dire l'aliment n'est que des nutriments, mais une alimentation holistique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'acte de manger, de revenir à cuisiner chez soi, à manger des aliments moins transformés, comment reconnaître un aliment ultra transformé, etc. etc. Donc c'est plutôt cette... non seulement il faut enseigner, mais il faut enseigner les bons paradigmes, les bonnes bases de l'alimentation. Mais justement, c'est ta mission de vie, toi, je crois, hein, que d'enseigner et d'aider justement les gens à mieux se renseigner, à mieux être éduqués au niveau nutritionnel. Et tu as écrit un livre qui va sortir dans quelques jours. C'est ça. Alors je propose qu'on le présente. Bon, tu n'as pas encore la version finale. Non. Mais voilà. Alors en fait, ouais, c'est ça. Donc en fait, donc il va paraître le 15 juin 2017 aux éditions Thierry Soucard. Ça s'appelle donc Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai. Et ici, les 3 règles d'or pour une alimentation saine, durable et éthique. 3 règles d'or dont tu vas nous faire part exceptionnellement à la fin de cette vidéo. Voilà, donc ces 3 règles d'or en fait qui sont à la fois scientifiques mais aussi holistiques. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Anthony se base vraiment sur des recherches scientifiques. Là, on n'est pas dans des informations comme ça trouvées sur un site. On est vraiment sur de l'information scientifique. Tu fais des analyses de centaines de publications. Voilà. Tu regroupes toutes les informations. C'est ça. Et je les synthétise. Voilà. Donc je pense que pourquoi j'ai voulu écrire cet ouvrage, d'abord pour donner des clés holistiques au plus grand nombre, parce que je voulais sortir du domaine purement scientifique, où l'impact reste quand même assez faible, ou de convaincre des gens déjà convaincus, c'est moins intéressant que d'aller vers les indécis et tout ça. Et je voulais donner aussi donc, un ouvrage qui soit basé, parce que des ouvrages d'alimentation, il y en a beaucoup qui paraissent tout le temps, chaque mois, énormément. Mais là, il est vraiment basé essentiellement sur la science. C'est-à-dire tout ce que j'ai voulu écrire dedans trouve une justification scientifique. Et donc, il y a une référence scientifique qui est mise pour chacun des arguments que j'avance. Et la deuxième marque de fabrique, c'est que j'ai voulu présenter l'alimentation holistique. Parce que je pense qu'on ne pourra lutter efficacement contre le développement des maladies chroniques d'un point de vue préventif qu'en mettant en avant une alimentation holistique et non plus réductionniste. Alors, est-ce que tu pourrais nous développer un peu plus ces termes d'holistique et réductionniste? Tout à fait, c'est vraiment fondamental. En fait, tout est parti en 2011, comme tu parlais de ma mission, c'est vrai qu'on peut parler d'une certaine forme de mission, d'un constat en 2011, donc on en a parlé, on est en bonne santé que jusqu'à 62 et 64 ans pour les hommes et les femmes en France, et il y a des pays c'est même pire, par exemple en Allemagne c'est 57 ans. Voilà, donc c'était le premier constat, et il y avait un deuxième constat, c'est que j'ai fait un calcul assez simple et on voit qu'en France, sur à peu près les 570 000 décès qui ont lieu chaque année, un tiers peuvent être attribués directement ou indirectement à une mauvaise alimentation. Donc une mauvaise alimentation, au-delà des autres causes de mortalité, que ça peut être le tabac, l'alcool, évidemment, qui sont aussi à ne pas négliger, est quand même la première cause de mortalité. C'est un ennemi invisible dont on parle peu. Et force de ces deux constats, je me suis dit comment, après 150 ans de recherche en nutrition humaine, comment avec toute cette masse de données qu'on a accumulées, et finalement on sait très bien ce qu'il faut faire pour manger sain et équilibré, comment ça se fait que les maladies chroniques continuent à augmenter en termes de prévalence, et pourquoi pourquoi l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas. Donc je me suis dit il doit y avoir une raison profonde à ça, et ça m'a amené à une approche philosophique de l'alimentation, donc à développer une philosophie de l'alimentation. Et je me suis dit, en fait, plutôt que de continuer à faire de nouvelles études, je me suis dit, en fait, il faut peut-être changer le logiciel de base qui n'est pas le bon. Et là, je me suis rendu compte que l'alimentation était une science holistique par essence et que depuis 150 ans, on l'avait étudiée de manière réductionniste. Je m'explique. Le réductionnisme nutritionnel, c'est quoi? Les anglo-saxons appellent ça le nutritionisme ou nutritionnisme. C'est ne considérer l'aliment que comme une somme de calories ou de nutriments, c'est-à-dire le tout est égal à la somme des parties, ou pour dire ça simplement, 2 est égal à 1 plus 1. D'accord. Alors, ça veut dire quoi pour les aliments? Ça veut dire de considérer que les aliments sont tous interchangeables et que ce ne sont que des sommes de glucides, lipides, protéines, vitamines, minéraux. Et donc, tout est basé là-dessus, que ce soit l'industrie, les recommandations des pouvoirs publics, les régimes minceurs qui sont basés sur moins de sucre, moins de gras, moins de sel, moins de calories. On voit bien que ça ne marche pas et que ça échoue. Pourquoi ça échoue? Parce qu'on aborde de manière réductrice et partielle une discipline scientifique qui est holistique par essence. Alors que veut dire holistique? Ça vient du grec holos qui veut dire entier.
donc qui veut dire global en fait. On retrouve la racine dans hologramme, qui est une image en relief en fait, donc qui est globale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tout est supérieur à la somme des parties, c'est-à-dire que 2 est supérieur à 1 plus 1. Pourquoi 2 est supérieur à 1 plus 1? C'est contre-intuitif, ça ne va pas dans le sens de la logique, parce qu'en fait il y a une interaction entre 1 et 1, et cette interaction entre 1 et 1 provient d'un principe d'interdépendance, c'est-à-dire qu'il y a une liaison entre le 1 et le 1, et cette liaison qu'on appelle synergie en science, fait que le tout est supérieur à la somme des parties, ou dit autrement, un aliment est beaucoup plus que la somme de ses nutriments, et le potentiel santé d'un aliment est supérieur à la somme des potentiels santé de chacun des nutriments pris de manière isolée. D'accord. Donc, pour citer un exemple concret, il vaudrait mieux manger une pomme entière plutôt qu'un jus de fruits décomposé. Voilà. On n'aura pas forcément les mêmes bénéfices parce que dans la pomme, eh bien, c'est un petit peu le mélange, c'est le mix de toutes ces bonnes molécules qui va apporter le bénéfice. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut expliquer le paradigme ou le logiciel holistique comme ça, c'est-à-dire que deux aliments qui ont la même composition chimique, mais qui n'ont pas la même forme ou qui n'ont pas subi le même degré de transformation, on peut avoir un potentiel sur la santé complètement différent. On prend l'exemple de la pomme. Manger une pomme entière ou cette même pomme broyée en compote ou sous forme de jus de fruits, on a à peu près la même composition à la base, mais l'effet sur la santé est complètement différent. Le jus de fruits pouvant être une source de sucre rapide, donc moins favorable si vous en consommez régulièrement, et moins rassasiant. C'est-à-dire qu'on sait que les aliments liquides ou semi-liquides sont moins rassasiants ou moins satiétogènes, comme on dit d'un point de vue scientifique, que les aliments solides. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas boire de jus de fruits ni d'aliments liquides, mais ça veut dire qu'il faut comprendre quand même qu'un aliment solide, brut, moins transformé est plus rassasiant et moins hyperglycémiant, c'est-à-dire qu'il élève moins rapidement le taux de sucre dans le sang. Parce qu'en fait, il faut imaginer, prenez l'image d'un barrage ou d'une écluse. Si vous libérez toute l'eau d'un seul coup, derrière, les rives du canal vont avoir beaucoup de mal à gérer l'afflux d'eau massif. Donc l'eau va déborder, peut-être les bords du canal vont céder, parce que l'arrivée d'eau est trop massive. Par contre, si vous libérez l'eau progressivement, c'est beaucoup plus facile derrière de gérer. Donc c'est la même chose avec les sucres. On a soumis notre organisme à des produits ultra transformés de manière massive depuis les années 80, donc une quarantaine d'années. Des aliments ultra transformés qui sont une source de sucre. Donc on soumet notre organisme à une arrivée massive de glucose dans le sang. Et qu'est-ce qui gère l'arrivée du glucose? C'est l'insuline. C'est un peu la clé qui permet d'ouvrir la porte et de faire entrer le glucose dans les cellules. D'ailleurs, pour un petit peu mieux connaître les aliments qui vont provoquer des pics d'insuline, on a créé ce qu'on appelle l'index glycémique. Oui, c'est ça. L'index glycémique, ça mesure le taux d'arrivée du glucose dans le sang quand vous mangez un aliment, n'importe lequel, et que vous comparez à ce taux d'arrivée du glucose dans le sang à une solution de glucose, de sucre que vous consommez. Donc plus cet index glycémique est bas, plus ça veut dire que l'arrivée du glucose issu de cet aliment est basse et progressive par rapport à la solution de glucose. Donc en fait, quand vous libérez du sucre plus lentement, ce qui est plus physiologique pour l'organisme, eh bien l'insuline peut gérer. Par contre, si elle a trop de sucre, comme j'aime bien le dire, avec ses petits bras musclés, elle dit stop, je n'arrive plus à faire face. Et donc, on développe ce qu'on appelle une insulinorésistance, qui est l'étape prédiabétique. Et après le diabète. Donc c'est pour ça que le diabète explose dans le monde, parce que de plus en plus les populations consomment des produits hyperglycémiants, ultra transformés en fait. Donc on a des taux de diabète dans la population adulte de 20% en Arabie Saoudite. C'est juste énorme. C'est énorme. C'est 14% au Mexique. La France résiste encore assez bien avec un taux, je crois, entre 6 et 8%. Mais les prévisions pour le diabète sont alarmantes, puisqu'on estime à plus de 300 millions de diabétiques en 2030 et que ce sera la 7e cause de mortalité dans le monde. Donc si vous voulez, tout ça, et c'est ça qui pour moi est important et que je développe aussi dans la deuxième partie de mon bouquin, c'est de bien montrer qu'on en est arrivé là à cause de cette approche réductionniste qui nous a fait fractionner les aliments, puisque ce n'était qu'une somme de nutriments, donc on peut les fractionner, et fabriquer des aliments artificiels à foison, dans des recombinaisons infinies d'ingrédients avec de nombreux additifs. Pourquoi? Pour redonner la couleur, la texture et le goût qu'ils ont perdu lors du fractionnement. Et donc dans des combinaisons infinies. Et on voit bien que cette idée de fractionner l'aliment participe d'une pensée réductionniste. On retrouve cette pensée dans les aliments fonctionnels, par exemple les margarines enrichies en phytostérol,
des céréales du petit déjeuner enrichies en vitamines, en minéraux, etc. C'est-à-dire qu'on considère que tel nutriment, puisqu'il est bon pour la santé, on peut l'isoler et le mettre à forte dose dans les aliments et les enrichir avec. Alors que l'aliment, l'idéal, c'est de le consommer naturel. C'est des phytostérols, on en trouve dans des tas d'aliments. Voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, et puis ce dont on s'est rendu compte, c'est que d'isoler un nutriment d'un aliment et de le mettre à forte dose, il n'a plus le même effet santé qu'il avait dans l'aliment naturel en synergie avec les autres constituants. Donc au final, l'approche des compléments alimentaires, je ne sais pas après si le sujet est vraiment, c'est l'endroit pour l'aborder. Est-ce que prendre des compléments, ça peut être utile? Alors c'est aussi une bonne question. Alors il faut bien comprendre de quoi participent les compléments. Ils participent de cette approche réductionniste, c'est-à-dire le présupposé bénéfice de tels micronutriments sur la santé. Donc on va les administrer à une plus forte dose sous forme de complément. Mais le complément participe d'une démarche curative, c'est-à-dire en fait, ça veut dire quoi les compléments? Vous mangez déséquilibré, beaucoup de produits ultra transformés, appauvris en micronutriments protecteurs, donc vous allez corriger ce déséquilibre par des compléments. Mais on est toujours dans une logique réductionniste. Oui, d'accord. Alors qu'il serait beaucoup plus utile de revenir à une approche holistique de l'alimentation, c'est-à-dire globale, en considérant que les aliments peu transformés sont bons pour la santé. Parce qu'en revenant à cette alimentation, on n'a plus besoin de compléments en fait. Oui, moi c'est ce que j'entends souvent, parce que les gens me disent, est-ce qu'il faut que je prenne tel ou tel complément? Je dis, si tu manges frais et équilibré, a priori, t'en as pas besoin. Après, je pense les compléments, parce que je ne suis pas non plus contre... je ne suis pas extrême. Je ne veux pas être dogmatique non plus, donc je pense qu'ils peuvent trouver une place. Donc par exemple, il y a des fois des situations de déficience qui peuvent arriver, par exemple des gens qui, de par leur métier, sont peu exposés au soleil, ont peut-être une déficience en vitamine D. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, effectivement. Ou alors les femmes enceintes qui peuvent être déficientes en fer, on le sait, c'est bien connu. Donc je pense que les compléments peuvent jouer un rôle dans certaines niches et dans certains cas physiopathologiques, de déséquilibre, il n'y a pas de souci. Par contre, où ça devient problématique, c'est quand on encourage des gens à continuer à manger mal et on leur dit finalement, c'est pas grave si vous mangez mal, il vous suffit de prendre des compléments pour compléter votre mauvaise alimentation. C'est une sorte de leurre quelque part. Voilà, c'est un cercle vicieux où l'industrie agroalimentaire s'y retrouve parce qu'elle continue à vendre ses produits ultra transformés et dans le même temps, elle vous vend les compléments. Donc c'est double bénéfice pour eux. Mais ce n'est pas bénéfique pour la santé parce que la plupart des études, puisque j'ai fait la littérature scientifique sur le sujet, la plupart des études montrent très clairement que les populations qui consomment régulièrement des compléments nutritionnels n'ont pas des taux de maladie moindres que ceux qui mangent normalement. Je crois que tout est dit. C'est ça. Et il y a même des études dans les années 80 qui ont été faites parce que si vous voulez, dans les années 80, les chercheurs ont découvert les bêta-carotènes. Le fameux caroténoïde de la carotte. C'est ça. Et en fait, le bêta-carotène, ils se sont rendus compte que c'était un puissant antioxydant. Et donc, ils se sont dit, puisque c'est un antioxydant, on va l'isoler et l'administrer à forte dose sous forme de complément. Ça va protéger l'organisme. Mais c'est oublier le rôle de la synergie et de la vision holistique de l'aliment. Donc, ils ont fait 2 études, l'étude CARET et ABTS. Je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas le lieu ici, mais ils ont donné à des fumeurs des bêta-carotènes et ils ont mesuré sur jusqu'à une dizaine d'années le taux de cancer du poumon. Et ils se sont rendus compte, après plusieurs années, que le taux de cancer du poumon augmentait chez ceux qui prenaient le bêta-carotène. Parce que le bêta-carotène, administré à forte dose de manière isolée, s'est avéré en fait nocif pour l'organisme. Mais il me semble que ça a été observé pour d'autres types de caroténoïdes comme l'astaxanthine, qui est un caroténoïde qui est l'un des plus antioxydants connus au monde, qui est extrait d'une microalgue. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça par contre je ne connais pas cette étude, mais c'est fort probable parce que, par exemple, il y a des études qui montrent que quand on mélange deux antioxydants, selon le rapport de l'antioxydant, par exemple si c'est 3/1 ou 1/2, on a un mélange au final qui est soit pro-oxydant ou antioxydant. Donc avec les mêmes molécules, selon la quantité et le ratio, on peut passer de anti à pro-oxydant. Voilà, donc inverser l'effet. Voilà, donc à force de fractionner les aliments, de recombiner, d'enrichir à dose supranutritionnelle, on joue aux apprentis sorciers. Souvent, aucune étude sur le long terme n'est faite pour ces aliments. Et donc les industriels se basent sur des études court-termistes, en ne sélectionnant que les études qui montrent des effets bénéfiques et qui servent leurs intérêts financiers. Donc peut-être on peut un peu schématiser ça. Si vous voulez, l'approche réductionniste essaye de vendre des vérités partielles de la science pour faire de l'argent et en essayant de vendre des solutions magiques à court terme. Alors que l'approche holistique est au service de l'humain
Elle ne vend pas des solutions magiques à court terme, elle demande un effort sur le long terme, donc elle intéresse beaucoup moins les industriels parce qu'il y a moins d'argent à se faire en disant à la population de revenir à un régime équilibré, riche en produits végétaux, peu transformés. Bah oui. Mais cette approche holistique cherche plutôt à modifier les causes, alors que l'approche réductionniste cherche plutôt à guérir les effets sans s'interroger sur les mauvaises causes. Moi j'ai envie d'aborder juste deux thématiques un petit peu, comment dire, polémiques, qui sont le gluten et les produits laitiers, parce qu'il y a des gens qui sont assez extrémistes, qui disent il faut complètement arrêter ces produits-là parce que ça provoque des troubles intestinaux, parce que ça provoque même des cancers. Toi je pense que tu as quand même une idée plus raisonnée par rapport à ces produits-là, une fois de plus basée sur des études scientifiques que tu as lues, que tu as épluchées et analysées. Ouais, alors en fait, c'est vrai que c'est deux aliments qui posent problème, le gluten avec les céréales et les produits laitiers. Il y a beaucoup de débats sur Internet sur le sujet. Alors moi, l'hypothèse que je développe en tant que chercheur et qui suit mes travaux, ce qui est intéressant, c'est que ces deux hypothèses sont de plus en plus confirmées par la littérature scientifique, c'est que ce ne sont pas les aliments en tant que tels qui posent problème, mais ce sont deux choses auxquelles est liée l'intervention de l'homme, c'est-à-dire la quantité consommée et le degré de transformation. D'accord. Une fois de plus, on est encore dans le degré de transformation. Voilà. Et là, cette approche est intéressante parce que d'abord, tous les résultats scientifiques tendent à converger vers ces deux hypothèses. Donc le problème n'est pas tant dans les produits laitiers que dans la quantité consommée et la transformation qu'on applique aux produits laitiers. C'est-à-dire qu'à force de fractionner le lait, le craquer, recombiner les ingrédients, appliquer des traitements thermiques tellement drastiques qu'on dénature les molécules, ou alors mettre du gluten, d'ajouter du gluten dans tous les produits, les plats préparés pour faire des textures en déliant. En fait, on soumet notre organisme à des aliments, à des ingrédients sortis de leur matrice initiale, dénaturés, et l'organisme réagit, je pense, là c'est purement intuitif, hein, c'est vraiment une hypothèse de chercheur, par des manifestations d'intolérance, d'hypersensibilité et de rejet. Parce qu'il faut bien comprendre, et ça on n'en parle jamais, c'est que l'explosion des maladies chroniques dans le monde, liée à une mauvaise alimentation, est parfaitement concomitante avec l'arrivée massive des produits ultra transformés dans nos rayons dans les années 80. Donc on a subi une transition nutritionnelle dont on ne parle jamais, c'est-à-dire qu'on est passé des aliments normalement transformés, les conserves, etc., à des aliments ultra transformés, c'est-à-dire fractionnés et recombinés. Et je pense que le problème du gluten, d'abord le gluten est un terme technologique, hein, il n'y a pas de gluten dans le blé. Dans le blé, il n'y a que des protéines qui vont être constitutives du gluten, qui va être issu du pétrissage et de la technologie. Qui vient de glu, qui veut dire colle. Voilà, qui veut dire coller, exactement. En fait, le gluten, pour parler à ceux qui nous regardent, vous prenez une farine blanche, vous la pétrissez, vous la mettez sous l'eau. Donc par le phénomène de lixiviation, l'amidon est éjecté de la pâte et il vous reste un réseau protéique viscoélastique, collant, qu'on appelle gluten, glu évidemment étant relié à coller, collant. Donc si vous voulez, le gluten est un terme techno, et ensuite les industriels ont isolé ce gluten et ils se sont rendus compte que c'était un texturant et un liant. Et ils en ont ajouté de manière massive depuis les années 80, de plus en plus dans l'alimentation, de manière croissante. Et je pense que cet ajout massif de gluten, plus des procédés drastiques appliqués aux produits céréaliers, ont rendu ce gluten moins digestible. Là c'est pareil, je suis dans l'hypothèse, c'est important de le préciser, ça n'a pas encore été démontré. Et comme ce gluten est moins digestible, on a déplacé la digestion du gluten du duodénum vers l'iléon. Donc on l'a rendu moins digeste et l'organisme se défend face à ces molécules moins digestibles qu'il ne connaissait pas de manière aussi massive, soit par des hypersensibilités, ou une forme de rejet ou de l'inflammation, des choses comme ça. D'accord, donc une fois de plus, c'est certainement les actions répétées apportées par l'homme, les ajouts de nouvelles substances qui vont complètement perturber l'alimentation. Bah oui, quand les aliments ultra transformés se caractérisent par des longues listes d'additifs et d'ingrédients. Quand dans les années 80, on s'est mis à consommer massivement ces produits, on a soumis à notre organisme des molécules et des additifs que notre organisme n'avait jamais connus depuis l'histoire de l'humanité. Ça, on n'en parle pas assez, c'est fondamental. Et donc les maladies chroniques ne sont qu'une expression du corps pour se défendre, pour dire tu m'envoies des interactions nouvelles entre les nutriments que je ne connais pas, des molécules drastiquement transformées, de nouveaux additifs, donc je réagis. Voilà. Et par exemple, les produits laitiers, toutes les études scientifiques montrent que des produits laitiers mangés avec modération, peu transformés, il n'y a pas de lien avec une augmentation de prévalence des maladies chroniques. Voilà. Donc après, si des gens se sentent mieux en ne consommant plus de gluten et de produits laitiers, ils ont raison d'arrêter. Par contre, où je pense c'est risqué, c'est de vouloir généraliser son cas
à toute la population, parce que les études des scientifiques qui s'intéressent justement aux populations entières et à des tendances statistiques ne montrent pas ce que les gens individuellement peuvent rencontrer. Bien sûr, ouais. Voilà. Bien sûr, c'est fait sur des gros groupes de population, ce qu'on appelle des cohortes en général. Voilà, des études prospectives, c'est ça. On suit entre 10 000 et des fois 300 000 personnes sur 5-10 ans. Et donc là, pour le lait, à part peut-être le cancer de la prostate, on voit que les produits laitiers sont soit neutres ou protecteurs lorsqu'ils sont consommés en quantité modérée. Raisonnable. Et puis ils nous apportent des bons probiotiques. Ils apportent, alors voilà, les probiotiques, en fait, les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui sont apportés par les produits, notamment les produits fermentés comme le yaourt et le fromage. Oui, voilà. C'est-à-dire comment reconnaître un produit ultra transformé. Ah oui, ça c'est super important. Avant d'aborder les 3 règles d'or. Donc pour reconnaître un produit ultra transformé, c'est un produit dont vous ne pouvez plus reconnaître l'origine naturelle, donc qui est un produit artificiel fabriqué par l'homme à partir d'ingrédients recombinés. Par exemple, l'exemple, une barre chocolatée, par exemple. Alors une barre chocolatée est un produit transformé, ultra transformé, parce que quand vous allez, si vous vous baladez dans la campagne, vous n'avez pas d'élevage. On ramassera pas de barres chocolatées. Il n'y a pas des arbres à barres chocolatées, ni d'élevage de barres chocolatées. Voilà, donc là. Si l'aliment, vous ne pouvez plus reconnaître l'origine naturelle, vous êtes en produit d'un ultra transformé. Il y a un autre indice qui est intéressant, c'est la liste d'ingrédients et d'additifs. En général, au-delà de 5 additifs et ingrédients, vous avez de fortes chances d'être en face d'un produit ultra transformé. Et le troisième indice, c'est souvent des emballages très attractifs pour favoriser l'achat. Et ils sont souvent enrichis en sel, sucre et gras, qui sont les 3 nutriments addictifs et qui refavorisent l'acte d'achat derrière. Voilà. Et quand tu parles d'emballage très attractif, ce sont surtout nos enfants qui sont attirés, qui sont ciblés. Et voilà, et en fait, c'est une cible facile. Hein. Ouais. Et souvent, nos parents, quand on les amène faire les courses, on craque parce qu'ils nous font des crises, tout simplement. Ouais, et puis quand vous avez des emballages avec des images des personnages de Walt Disney, des offres, des promotions, forcément, vous favorisez l'acte d'achat. C'est mieux que la marque de base du magasin. Enfin, moi, je vois que ma fille, elle se fait très influencer. Du coup, on l'emmène plus faire les courses, on y va tout seul. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, voilà. Et il y a un exercice qui est très intéressant, c'est de prendre les aliments un par un et de les décliner selon le degré de transformation. Donc, les scientifiques, on classe les aliments en peu, normalement et ultra transformés. Un régime équilibré étant basé au moins à 85% de peu et normalement transformés. Prenons une pomme entière et peu transformée, ou pas du tout. Une compote de pomme qui est de la pomme broyée avec du sucre est normalement transformée, parce que vous reconnaissez encore la pomme dans la compote. Par contre, un jus de pomme reconstitué à partir d'une poudre déshydratée avec plein d'additifs, de colorants, est ultra transformé. Prenons un poisson, une sardine grillée est peu transformée. Vous n'avez rien rajouté, vous l'avez juste grillée. Une sardine à l'huile en conserve est normalement transformée. Vous avez rajouté un peu d'huile pour conserver la sardine avec la pertisation et la conserve. Donc toujours, vous reconnaissez l'aliment d'origine. Par contre, des nuggets de poisson avec de la panure, de nombreux additifs, un broyat de chair de poisson qui sont peut-être d'origine diverse, là vous ne reconnaissez plus l'aliment d'origine et vous êtes en présence d'un produit ultra transformé. Et ça me rappelle une petite anecdote, alors j'ai pas vérifié l'info, mais il paraît que certains enfants qui n'ont jamais vu de vrais poissons, quand on leur demande de dessiner des poissons, ils dessinent des carrés de poissons panés. On en est arrivé à ce stade où les aliments ne savent plus pensent qu'il y a des poissons carrés dans la mer, pensent que la vache donne du lait en continu et n'ont pas compris qu'il faut qu'elle ait un petit pour donner du lait, etc. On arrive à ces aberrations. Et pourquoi ce degré de transformation est si important? Parce que c'est lui qui fait un sens du point de vue de la santé. C'est-à-dire que les populations qui adhèrent le plus aux produits ultra transformés sont les plus malades. Et ça, la science est catégorique. Toutes les études vont dans ce sens. Et les choses, oui, les choses sont aussi simples que cela. Et par exemple, même les légumineuses qui sont réputées bonnes pour la santé, ou même des produits bio, si vous les consommez ultra transformés, vous perdez le bénéfice des légumineuses et des produits bio en termes de santé. Par exemple, des lentilles bouillies sont peu transformées. On va dire une soupe de lentilles, vous avez rajouté un peu d'huile, un peu de sucre, de beurre, est normalement transformé. Et un lait de soja aromatisé au chocolat à la vanille avec des additifs. Pourtant, il y a le soja qui est une légumineuse, mais vous êtes dans l'ultra-transformation, donc à limiter. Et je trouve ça très bien que tu rappelles ça, parce que souvent, l'étiquette bio nous fait penser que c'est sain, alors que non. Moi je vais dans des magasins bio, il y a plein de produits transformés, et ça je trouve que c'est une aberration. Donc il faut bien regarder ce qu'il y a sur les étiquettes. Alors Anthony, comme promis, tu vas nous présenter les 3 règles d'or pour une alimentation saine, dans l'espoir de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. C'est ça. En fait, alors ces 3 règles d'or, comment je les ai élaborées? J'ai voulu qu'elles soient scientifiques et holistiques. Scientifiques, c'est-à-dire que
elle soit un peu une synthèse de toute la science accumulée, toutes les données en nutrition. Si vous voulez, j'aime bien l'image de la comparaison avec le E égale MC2 d'Einstein. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'a fait Einstein? Il a pris toutes les théories compliquées en physique, etc. Et il a compacté l'ensemble en E égale MC2. Et une fois que E égale MC2 existait, il n'y avait plus besoin de se préoccuper et d'avoir des connaissances dans les autres théories plus compliquées. Donc moi je me suis dit, alors évidemment loin de là de me comparer à Einstein, mais je veux dire en termes de démarche, je me suis dit comment compacter toutes les connaissances nutritionnelles en des choses très simples. Sortir du réductionnisme nutritionnel, c'est-à-dire de l'approche des aliments comme une somme de nutriments. Donc sortir de l'approche de la composition, parce que les gens n'y comprennent rien, ils ont raison, c'est compliqué. Et holistique, je voulais que ces règles protègent à la fois la santé humaine, les animaux et l'environnement, ce que j'appelle les 3 dimensions de la vie sur Terre. Et en même temps que respecte l'aliment, c'est-à-dire que je parle aussi souvent du respect de l'aliment, et je pense qu'à trop trafiquer nos aliments, on finit par ne plus assez les respecter. Et c'est en respectant nos aliments végétaux, les animaux que nous mangeons, que nous respecterons notre santé. Voilà, exactement. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire à force de détruire l'harmonie naturelle des aliments par un cracking et un fractionnement excessif, il n'est pas étonnant qu'on ait détruit l'harmonie au sein de notre organisme, qui est ce qu'on appelle la santé, tout simplement. Alors ces 3 règles d'or... la première règle. Oui, alors la première règle, en fait, c'est assez simple, hein, c'est donc basé sur des rapports d'expertise et des données scientifiques. On sait à peu près que pour nourrir plus de 9 milliards d'êtres humains en 2050, de manière durable, et nourrir tout le monde, il ne faudrait pas dépasser 15% dans nos régimes de calories animales, c'est-à-dire 330 kcal sur une base de 2000 kcal par jour. Ce que tu dis, c'est à peu près 2 portions par jour. Alors, ouais, alors c'est difficile, ça va dépendre de ce que vous consommez. Ça veut dire, en tout cas, c'est sûr, de la viande une fois par jour, c'est suffisant. À midi, c'est suffisant. Le soir, c'est pas la peine. Et c'est faire aussi que les produits animaux soient l'accompagnement des légumes et non l'inverse. Aujourd'hui, quand vous consommez un plat, s'il n'y a pas de viande, vous pensez que c'est pas un plat. En fait, il faudrait avoir le raisonnement inverse. S'il n'y a pas de légumes, c'est pas un plat. Et la viande vient vraiment comme un bonus ou un accompagnement. Comme c'était un peu autrefois, où on tuait l'animal pour les moments festifs, les mariages, etc. Ça me rappelle une blague de Gad Elmaleh où on lui demande comment s'appellent les gens qui ne mangent pas de viande. Et lui il répondait des pauvres. Ouais, bah en fait... C'est un petit peu l'image qu'on a de l'assiette sans viande finalement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un signe extérieur de richesse, notamment dans les pays émergents, qui se mettent à consommer de plus en plus de calories animales, c'est d'acheter des produits animaux. Mais je pense que c'est une erreur pour l'environnement, le bien-être animal et notre santé. Et alors en France, on consomme 25 à 30% de calories animales, donc c'est des chiffres très récents, on le sait. Donc on est parmi les plus gros viandards au monde, on est dans le top 5 avec les États-Unis, l'Argentine et je crois le Canada, enfin je ne me rappelle plus les autres pays. Mais en tout cas, on est dans le top 5, donc on est des gros consommateurs de calories animales en fromage, viande, etc. Donc il faudrait diviser par 2. Et il y a 2 choses, c'est-à-dire qu'en divisant par 2, pour le même prix, on va consommer moins de viande, mais forcément, on va aller vers une viande de meilleure qualité, qui elle est plus respectueuse du bien-être animal, parce que c'est des viandes issues de filières extensives ou bio. Donc ça, c'est important, puisque nous prenons la vie des animaux pour prolonger la nôtre, c'est normal de les respecter et de favoriser des filières qui les respectent. Comment remplacer ces 15% de calories animales? L'idéal, ce serait d'aller vers les grains et graines. Il y a 3 grands groupes, les céréales complètes, les légumineuses. Alors les céréales complètes sont riches en glucides, les légumineuses plutôt riches en protéines, et les graines oléagineuses ou les fruits de bouche ou fruits à coque, comme les noix, les noisettes, etc., qui sont riches en matières grasses. Pourquoi ces 3 groupes? Parce que d'une part, ils sont sous-consommés en France, moins de 10 grammes par jour pour les 3 catégories. Donc il y a un marché de niche et un marché immense à investir, même pour l'agro-industrie. Et ces 3 aliments ont beaucoup d'avantages. D'abord, ils sont durables, notamment les légumineuses, qui n'ont pas besoin d'engrais azotés pour pousser. Ils se conservent facilement sur de longues périodes. Ils sont accessibles à toutes les bourses. Ils sont à la fois riches en énergie et en micronutriments protecteurs. Ils sont rassasiants. Ils sont rassasiants, tout à fait. Et ils sont source de sucre lent ou plus généralement de nutriments lentement libérés. Même les lipides des graines oléagineuses, on pourrait parler de lipides lents, parce qu'on sait qu'ils sont libérés plus lentement que des lipides sans matrice. Moi, je sais que j'en consomme une poignée par jour et effectivement, c'est très rassasiant. Voilà, c'est très rassasiant et c'est ce qu'on recommande. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui montre que les consommateurs réguliers, mais pas excessifs, de graines oléagineuses ou de fruits à coque ont des taux de maladies cardiovasculaires significativement inférieurs à la moyenne. Voilà. Donc il faut sortir du paradigme composition. Par exemple, si vous êtes dans le paradigme composition, vous vous dites « Ah ben non, je ne prends pas des fruits à coque, c'est riche en matière grasse ». Le problème n'est pas la matière grasse, le problème c'est le degré de transformation et la matrice de l'aliment. Si vous avez une matrice peu transformée,
et des lipides de bonne qualité, même si c'est riche en matières grasses, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est les produits ultra transformés qui véhiculent des matières grasses. C'est ça le vrai problème. Donc là, c'est un excellent message pour toutes celles qui font attention à leur poids et qui disent « je ne veux surtout pas manger d'amandes ou de noix de cajou ou de noix parce que c'est gras, ça va me faire grossir ». C'est faux. C'est faux. C'est faux et tous les régimes aujourd'hui sont basés sur l'approche par nutriments ou par calories. Et on sait que dans 90% des cas, les gens qui arrêtent un régime reprennent du poids et souvent un poids supérieur à ce qu'ils avaient avant. Donc là, pourquoi ça échoue? Parce qu'on est dans une approche réductionniste qui est que l'aliment n'est qu'une somme de calories ou de nutriments. D'où les régimes pauvres en matières grasses, les régimes pauvres en sucre, les régimes à index glycémique bas, les régimes hypocaloriques, tout ça. On pourrait faire une liste longue, je crois, de régimes. Et l'industrie se fait les choux gras là-dessus parce que on vend des solutions magiques aux gens à court terme, mais c'est réductionniste, donc ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas, hein. C'est comme l'antiride. Hein. Voilà, donc méfiez-vous des solutions miracles alimentaires. Il n'y a pas de solution miracle en alimentaire, il faut revenir à une approche holistique et une alimentation globale. Sur le long terme. Sur le long terme, et là vous allez perdre du poids durablement et vous n'en reprendrez pas. Mais voilà. C'est pas ce que les anglo-saxons appellent le magic bullet, c'est-à-dire la solution magique à court terme. Voilà. Les solutions magiques à court terme, si on vous en propose une, méfiez-vous-en. Il faut vous méfier, ouais. Voilà. On va passer à la deuxième règle. Ouais. T'as une petite punaise bio qui vient de se poser sur ton bras. Alors, la deuxième règle d'or, en fait, c'est un peu ce dont on a parlé au début, c'est que la base de notre régime doit être des produits pas peu transformés ou normalement transformés à au moins 85% des calories. Donc pareil, ne pas dépasser 15% de calories ou 1 calorie sur 6 de produits ultra transformés. Alors, ça demande à être confirmé, hein, mais il y a déjà une grosse étude brésilienne prospective de cohorte qui a montré sur plus de 30 000 adultes brésiliens qu'au-delà de 13% de calories ultra transformées, l'obésité commence à augmenter significativement. Et au Brésil, malheureusement, ils sont extrêmement touchés par l'obésité. Oui, alors la situation au Brésil est dramatique. En 15 ans, la population est devenue en surpoids, obèse et diabétique en très peu de temps parce qu'ils se sont mis à consommer beaucoup de produits ultra transformés et à adopter notre mode de vie alimentaire. Et donc effectivement la situation est dramatique là-bas. On a des diabètes de type 2 qui est normalement le diabète du vieux qu'on retrouve chez des jeunes de 20 à 30 ans. Ouais. Voilà. Et même des maladies cardiovasculaires qu'on observait qu'à 50-60 ans commencent à apparaître maintenant entre 20 et 40 ans. C'est dramatique. Voilà. Donc en fait c'est vrai que tous ces pays émergents sont très touchés par la malbouffe et donc il y a vraiment urgence. Voilà. Et donc pourquoi Alors 330 kilocalories de produits ultra transformés par jour, ça veut dire 2 portions d'une barre chocolatée et par exemple un dessert lacté ou enfin chacun voit un peu comment il peut combiner. Donc, en fonction de ce qu'on aime. Voilà, ça veut dire qu'on peut manger des bonbons de temps en temps, qu'on peut le samedi soir lors d'un repas festif peut-être se faire plaisir. Voilà, puis je pense aussi que l'être humain, et ça je pense c'est un point important, pourquoi je pense qu'il ne faut pas supprimer les produits ultra transformés, c'est que le fait de recombiner des ingrédients à l'infini dans des combinaisons infinies, ça participe ce que j'appelle du besoin créatif de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a besoin de créer, et dans cette possibilité de recombiner des ingrédients à l'infini, ça fait partie du besoin créatif de l'homme. Donc je pense qu'il faut toujours rester dans le gris, la juste mesure. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais de les limiter. En alimentation, c'est toujours un problème de proportion. Ce qui pose problème dans les pays émergents, le Moyen-Orient, le Nord-Afrique, le Maghreb ou les pays anglo-saxons, c'est que les produits ultra transformés sont devenus la base. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus de 50% des calories qui sont ultra transformées. Et c'est là que ça pose problème. Parce que les populations qui consomment le plus de produits ultra transformés sont les plus malades. Et j'ai envie de dire, oui, les choses sont aussi simples que cela. C'est-à-dire que la science est très catégorique. Toutes les études vont dans le même sens. Voilà, si vous consommez beaucoup de produits ultra transformés, vous avez plus de chances d'être diabétique, d'avoir des maladies cardiovasculaires, d'être en surpoids, obèse, syndrome métabolique, etc., etc. Donc pour résumer la deuxième règle, 15% de calories vraiment, maximum, de produits ultra transformés. Donc vous voyez, on n'est pas dans l'extrémisme une fois de plus, hein, je le répète, on n'est pas dans l'idée de dire il faut complètement arrêter, c'est dangereux, ça va vous tuer. 15%, on peut se les permettre. Tout à fait, il n'y a pas de souci, donc il faut aussi se faire plaisir. Alors la troisième règle d'or, c'est manger diversifié. Mais j'ai rajouté 2 choses parce que tout le monde connaît ça, c'est le bon sens. En fait, d'abord, il faut manger diversifié des aliments peu transformés parce que manger diversifié des aliments ultra transformés... En respectant la deuxième règle. Voilà, ça n'a aucun sens.
Que vous mangiez 10 barres chocolatées différentes, de marques différentes, ou 10 fois la même barre, ça a le même effet sur la santé parce que c'est des produits riches en calories et pauvres en micronutriments protecteurs. Par contre, si vous aimez bien les céréales, mangez dans la semaine 5 types de céréales différents, avoine, seigle, riz. Là, ça a du sens parce que vous allez diversifier les polyphénols, les antioxydants, les fibres, etc. Et je rajoute, si possible, bio, local et de saison, parce que c'est mieux de favoriser la biodiversité, la protection de l'environnement, en favorisant le bio, le local et de saison. Mais si possible, parce que je sais que c'est pas accessible à tout le monde, les gens qui habitent dans des grandes villes, c'est pas toujours facile. Donc c'est un effort à faire. Après, chacun voit dans quelle mesure il peut faire cet effort. Et pourquoi manger diversifié? Parce que il faut savoir que les maladies chroniques sont multifactorielles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas le résultat d'un seul dérèglement métabolique, mais de plusieurs dérèglements. Donc ça peut être augmentation du stress oxydant, augmentation de l'inflammation, insulinorésistance, dérèglement du métabolisme des glucides, dérèglement de la flore colique. Donc voilà. Et on sait aujourd'hui que par exemple une maladie comme le diabète ou cardiovasculaire, c'est souvent 4 ou 5 dérégulations en même temps. Et donc en mangeant diversifié, vous avez plus de chances d'apporter des nutriments protecteurs diversifiés qui pourront les uns lutter contre le stress oxydant, les autres lutter contre la dérégulation de l'insuline. Et les autres préserver notre microbiote. Voilà, les autres préserver la flore digestive, les autres anticarcinogéniques, donc anticancéreux, voilà. Et donc quand vous mangez diversifié, tous ces nutriments à dose nutritionnelle agissent en synergie pour mieux vous protéger contre la multicausalité des maladies chroniques. Ce n'est pas unicausal. Voilà. Donc c'est pour ça que ce manger diversifié, en fait, a des racines très profondes, de bon sens, mais qui est très importante. D'accord. Et tu parlais de régionalisation. Oui, alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, en fait, j'ai développé un concept qui me tient à cœur, c'est la régionalisation des régimes sains. C'est quoi? C'est comment combiner ces 3 règles d'or qui sont génériques, c'est-à-dire qu'on peut appliquer sur toute la planète, en tenant compte des traditions locales. Et aussi sortir des régimes sains dogmatiques, c'est-à-dire on vous dit comment manger sain au niveau national, ou dire puisque le régime méditerranéen est bon pour la santé, il faudrait que tout le monde mange méditerranéen. On sait que c'est pas possible. Voilà. En Picardie, c'est plus difficile. Voilà. Alors la Picardie est un bon exemple parce que, par exemple, dans le nord de la France, on sait que les gens mangent beaucoup de pommes de terre. En Belgique, on sait qu'en montagne ou en Auvergne, on mange beaucoup de fromage. On sait que sur les régions côtières, on mange des fruits de mer et des poissons. Donc plutôt que de dire aux gens, vous allez tous manger beaucoup de fruits, légumes et de poissons, ce qui n'est pas forcément durable pour les réserves halieutiques et l'environnement, c'est plutôt de se dire, sur ces 3 règles qui sont très, très, très générales finalement et suffisamment imprécises pour être déclinées partout, comment je vais les décliner en tenant compte des traditions et des cultures. Donc ça permet de combiner la science, l'holisme, et les traditions et les cultures. Parce que le respect des traditions et des cultures, c'est aussi une forme de durabilité, c'est très important. Donc si prenons l'Auvergne, par exemple en Auvergne, on peut très bien appliquer ces 3 règles en consommant par exemple moins de viande qu'on remplace par des lentilles, du puy-en-velay. Oui. On peut toujours consommer du fromage parce que le fromage est une tradition des plateaux auvergnats. Et manger du fromage peut tout à fait s'inscrire dans un régime sain et durable, il n'y a aucun souci. Donc par exemple, on peut très bien imaginer à Lille ou en Picardie. Je crois que tu viens de soulager tous les fans de Saint-Nectaire. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est pas de rendre les gens fous avec l'alimentation, mais c'est de développer des règles qui nous font aller vers le bon sens et une alimentation joyeuse et créatrice de liens humains. Voilà. Et arrêtez de nous stresser avec tous vos gluten-free, vos lactose-free, Stop. Oui, parce qu'en plus, le gluten-free... Puisqu'on en parle, il y a une étude scientifique qui est parue il y a, je crois, un an et demi. Ils ont montré que les gens qui consommaient un régime sans gluten avaient une moins bonne alimentation que la moyenne parce que la plupart des aliments sans gluten sont souvent des produits ultra transformés qui ne sont pas de très bonne qualité nutritionnelle et qui ont souvent un index glycémique élevé. Parce que pour supprimer le gluten, il faut bien le remplacer par autre chose. Voilà. Donc il faut se méfier. Là, on est toujours dans l'approche réductionniste et non pas holistique en fait. Donc ces régimes sains régionalisés sont intéressants parce que, par exemple à Lille, on peut très bien imaginer un régime tout à fait sain mais qui est riche en pommes de terre. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais par contre, si toute la planète se met à manger beaucoup de fruits, légumes et de poissons, pour l'environnement, ça risque de ne pas être jouable en fait, tout simplement. Et puis peut-être... peut-être ce que j'aimerais dire en termes de conclusion, c'est montrer qu'en fait la pensée réductionniste qui a été fondée par Descartes au XVIIe siècle, c'est ça,
qui disait que pour étudier la réalité qui est trop complexe, il faut la séparer en entités isolées et la réduire en entités isolées. Et que voilà, et que la science participe de cette approche. Donc c'est lui qui a assis les bases du réductionnisme. Alors, c'est pas forcément négatif, bien sûr, mais on retrouve cette pensée réductionniste et qui fragmente la réalité dans l'éducation, avec le savoir fragmenté par discipline, dans la médecine, où chacun s'occupe d'un organe sans considérer le tout. On n'est plus dans une approche systémique. Voilà, on la retrouve en politique, où les gens appliquent des mesures réductionnistes pour guérir des effets négatifs, au lieu de s'intéresser aux causes sur le long terme, les mauvaises causes. Voilà, on la retrouve partout, et même, je pense, cette pensée réductionniste peut tendre à nous isoler les uns des autres. On retrouve la pensée holistique, par exemple, on dit l'union fait la force, c'est une pensée holistique, c'est-à-dire que la force d'un groupe est supérieure à la somme de la force des individus pris isolément. Voilà, et ce qui est important de souligner, c'est que les approches holistiques et réductionnistes sont toutes les deux complémentaires, il ne s'agit pas d'en exclure une par rapport à l'autre. Mais ce qu'il faut, c'est que l'approche réductionniste, en fait, s'inscrive dans une pensée globale et holistique pour avoir tout son sens. Et si la problématique a été pensée globalement, alors l'approche réductionniste va prendre tout son sens et va nourrir en retour la pensée globale dans une partie de ping-pong permanent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que la pensée réductionniste, soit elle ne s'inscrit plus dans une pensée globale, c'est-à-dire qu'elle tourne en rond sur elle-même, au service du profit, en vendant des vérités partielles. Et donc, l'approche holistique n'est pas assez prégnante, c'est-à-dire on s'en est un peu trop écarté. On est un peu comme des gens le nez dans le guidon qui oublions de freiner et de regarder le paysage pour voir où nous allons. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Donc on est toujours dans une complémentarité et non pas dans l'exclusion de quelque chose. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose vraiment de vous acheter le livre d'Anthony. Dr Anthony Fardet, c'est lui-même, il est là. Halte aux aliments ultra transformés, mangeant vrai. Donc vous allez vraiment retrouver toutes ces 3 règles beaucoup plus développées que lors de cette interview. Et je vous invite vraiment à en découvrir plus sur Anthony, mais également sur ces bases de l'alimentation qui vont nous aider à vivre en meilleure santé plus longtemps. Et puis dans la joie et la bonne humeur. La joie et la bonne humeur sans se stresser. Et ça, c'est l'une des missions du blog sentez-vous-bien.com. Sortir des phobies nutritionnelles et puis de l'angoisse de s'alimenter. Et puis des culpabilités de mal s'alimenter. Ça aussi, il y en a marre. Donc il faut changer de paradigme. En fait, il faut changer de logiciel et de paradigme. C'est ça la solution, je pense, franchement, sincèrement. Merci beaucoup d'avoir été au bout de cette vidéo. Merci beaucoup, Anthony, c'était un plaisir. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps dans un café lors de cette conférence. Et on s'est réunis pour cette interview. Donc on est vraiment dans une approche holistique, donc bravo. Vous aussi, soyez dans une approche holistique, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve bientôt sur le blog sentez-vous-bien.com. Ciao les amis, à bientôt. Au revoir.